Bonjour à tous et bienvenue au webinaire organisé par Vision du Monde qui va vous faire voyager au Sénégal. Voici quelques petits détails techniques avant de commencer pour permettre à toutes les personnes qui sont absentes aujourd'hui de visionner ce webinaire. Nous enregistrons cette présentation. C'est pour cela qu'on a coupé tous vos micros et vos caméras afin de garantir une meilleure qualité d'enregistrement. Mais n'hésitez surtout pas à cliquer sur l'onglet vous avez discussion, vous pouvez avoir conversé, ça dépend de votre Zoom qui est en bas de votre écran, pour nous faire part de vos questions tout au long de notre présentation et nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Alors, avec vous aujourd'hui, nous sommes 3 de Vision du Monde. Donc je suis Pauline, j'animerai ce webinaire. Il y a Anaïs qui est notre experte terrain, donc spécialiste du Sénégal. Nous avons Solange que vous n'apercevrez pas, mais qui est notre experte technique. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir parmi nous nos 4 créateurs de contenu fraîchement revenus du Sénégal. Ils vont pouvoir donc vous témoigner et vous faire part de leur expérience. Je vous les présenterai chacun d'eux un peu plus tard. Notre visioconférence va durer 45 minutes, 1 heure, on va essayer. Je vous présenterai dans un premier temps les grands enjeux, les grands défis du Sénégal. Anaïs vous montrera ensuite nos différentes actions selon les domaines d'intervention prioritaires que nous nous sommes fixés dans ce pays. Et nos 4 invités témoigneront de ce qu'ils ont vu, donc quel est notre impact sur place. Et enfin, ils vous témoigneront en live de leur expérience en tant que parrain avec Vision du Monde. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous prendrons un temps pour répondre à toutes vos questions à la fin. Vraiment, n'hésitez pas. Je vais donc, dans un premier temps, vous donner quelques éléments de contexte sur le pays afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi notre association a ouvert des programmes de développement, donc grâce au parrainage, dans ce pays qu'est le Sénégal. Il faut savoir que ce pays compte 16,5 millions d'habitants, mais 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Vous imaginez bien que la pandémie de la Covid-19 n'a absolument pas épargné le pays, ce qui a engendré la fermeture de marchés locaux, l'explosion des prix des denrées alimentaires, des prix de première nécessité. C'est la même situation qu'en France, mais en pire. Et la population sénégalaise étant majoritairement une population rurale, on compte désormais 2 millions de Sénégalais en plus considérés comme sous le seuil de pauvreté. On a vu d'ailleurs récemment apparaître dans les réseaux sociaux sénégalais des hashtags. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système des hashtags, c'est tout ce qui est utilisé sur les réseaux sociaux pour relayer des messages qui montrent bien l'état d'esprit de la population actuelle, puisque voilà, les messages, c'est la vie est chère, nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Donc voilà, c'est un contexte économique et social compliqué. Et en plus de ça, le Sénégal a un environnement assez hostile, puisque les régions dans lesquelles nous intervenons a des températures qui varient entre 19 et 45 degrés, avec des périodes de très très forte chaleur. La pluie est extrêmement rare, la végétation est assez pauvre, et vous pouvez voir par exemple sur les photos de droite des habitations traditionnelles, donc assez sommaires. C'est donc dans ce contexte que notre association a ouvert un bureau sénégalais en 1984. Aujourd'hui, il compte 222 employés sur place et Vision du Monde France est présent au Sénégal depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, nous finançons 4 programmes de développement. Il y en a 3 situés dans la région de Kaffrine. Donc, il y a Diokoul, Mabo et Makiop que nous avons ouvert cette année. Et dans la région de Tambunka, désolé, il y a Neteboulou. Voilà, nous sommes présents, nous finançons en tout cas 4 programmes de développement dans ce pays. Et en prenant en fait en compte le contexte du pays et toutes ses spécificités locales, notre association a pour objectif à chaque fois de se fixer des priorités en choisissant des grands domaines d'intervention. Au Sénégal, nous sommes en fixés 5. L'alimentation, la protection des enfants, l'éducation, le développement économique et la santé, l'eau. Au niveau de l'alimentation, on a noté que la malnutrition infantile chez les enfants de moins de 5 ans est un fléau au Sénégal. Donc, notre objectif est de former les femmes aux bonnes pratiques nutritionnelles
en créant des clubs de nutrition, en essayant de faire des formations et parfois en distribuant même des kits alimentaires. La protection des enfants est aussi un enjeu majoritaire au Sénégal puisque de nombreux enfants sont exposés à différentes formes de violences, des violences sexuelles, des mariages précoces, des travail forcé. Donc, notre objectif est donc de sensibiliser les enfants à leurs droits, grâce notamment à des comités de protection via des clubs de jeunes ou à travers des campagnes de sensibilisation. Nous faisons aussi beaucoup d'actions préventives et nous essayons de sensibiliser et aussi les parents. L'éducation, ça, je pense que vous en doutiez, c'est aussi un de nos axes majeurs dans nos priorités, puisque les régions dans lesquelles nous intervenons souffrent d'une part d'un déficit d'enseignants et d'autre part, une grande partie des enfants ne sont pas scolarisés, donc l'analphabétisme est assez présent. Et il y a aussi un problème d'infrastructure, c'est-à-dire que les rares classes existantes, soit déjà sont surchargées, soit sont insuffisantes ou insalubres. Donc, nous cherchons d'une part à recruter et former des enseignants, mais aussi à agrandir, améliorer les structures scolaires, et à sensibiliser les parents sur l'importance de l'apprentissage de l'éducation. Notamment au Sénégal, on se focus sur la lecture. Vous verrez par la suite qu'on a créé une approche dédiée à la lecture, à l'apprentissage de la lecture. Enfin, une autre de nos autres priorités, c'est le développement économique, parce que l'objectif, en s'implantant au Sénégal, c'est d'aider les communautés à devenir autonomes. Pour cela, il faut qu'on développe les moyens de subsistance des familles dans les communautés dans lesquelles nous sommes. L'économie des communautés est essentiellement tournée actuellement vers l'agriculture, vers l'élevage, vers l'artisanat et la foresterie. Mais comme nous l'avons vu, l'environnement est extrêmement sec, hostile, les terres sont pauvres, de pauvre qualité, les rendements très faibles. Donc, du coup, pour aider les populations locales, nous organisons des formations sur toutes les techniques d'agriculture, d'élevage, de maraîchage, d'agriculture, en fournissant des conseils. On leur distribue également des semences et on aide aussi les familles à diversifier leurs revenus en proposant des formations sur d'autres activités comme la fabrication de produits d'hygiène, par exemple. Et pour gérer aussi tout cela, vous verrez par la suite, Anaïs vous en parlera, mais nous avons créé un système de groupe d'épargne et de crédit qui aide les familles à diversifier leurs revenus, à épargner et surtout à mieux subvenir à leurs besoins. Et enfin, et pas des moindres, la santé est une priorité. La santé passe aussi par l'accès à l'eau. Notre objectif est de faciliter l'accès à l'eau, à une eau salubre ou à un assainissement, notamment pour limiter la propagation des maladies. Et il faut savoir que dans ces régions, dans les régions dans lesquelles nous intervenons, la moitié des villages se situent à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc, nous devons aussi développer tout ce qui est infrastructure sanitaire. Donc, ça aussi, nous en parlerons par la suite. Donc, maintenant que vous savez un peu mieux le contexte du pays, mais aussi nos domaines d'intervention prioritaires au Sénégal, je vais laisser la parole du coup, à Anaïs, notre expert terrain, qui vous parlera plus précisément des actions concrètement, ce qu'on a fait sur place, et surtout, nos 4 invités vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vu puisqu'ils rentrent fraîchement du Sénégal. Mais avant cela, du coup, je vais vous présenter nos 4 invités. Donc, nous avons avec nous Mathilde, qui est professeure de yoga et pour qui l'aventure Vision du Monde a débuté en 2019 avec notre course pour l'eau. Et Mathilde est une marraine d'une petite Ramata au Sénégal. Il y a aussi Afshi. Afshi, elle est d'origine pakistanaise et passionnée de Bollywood. Le droit et la protection des enfants est une cause qui lui tient particulièrement à cœur et elle est marraine d'une petite Ablay, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, à Makayop. Nous avons aussi Justine. Justine, c'est une maman dynamique de 3 enfants qui a voulu partager l'expérience de parrainage avec ses enfants. Et Justine avait participé à notre course solidaire en 2019 et était déjà marraine d'une petite fille au Vietnam. Et elle est aujourd'hui également marraine de 2 autres enfants au Sénégal, Amadou et Setou, je crois. Voilà. Et François est notre passionné de littérature. Il a été touché par notre approche pour l'éducation des enfants. Il nous racontera pourquoi et de quelle manière. Il s'est lancé dans le parrainage d'enfants. Donc, il est aussi également parrain au Sénégal. Et avant de les écouter, nous voulions faire un petit retour en vidéo sur leur voyage.
fait. Hein. Allez, à bon aouli. Désormais la parole à Anaïs et François qui vont vous parler d'une de nos priorités au Sénégal, qui est l'éducation. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Du coup, pour revenir un peu sur nos actions qu'on mène dans le secteur de l'éducation, Pauline a bien énoncé les défis qui sont présents au Sénégal dans ce secteur. Donc, pour faire face à toutes ces problématiques et notamment à celle de la qualité de l'éducation, Vision du Monde met en œuvre une approche qui s'appelle le Unlock Literacy, et qui nous permet en fait de renforcer les compétences des enseignants tout en sensibilisant les parents à l'importance de la lecture. Donc pour ça, on crée également des clubs de lecture extrascolaires, donc dans les villages, comme vous pouvez le voir sur la première photo à gauche, où tous les enfants sont admis, même ceux qui ne sont pas scolarisés. Donc c'est vraiment des temps extrascolaires pour permettre de renforcer la lecture de façon plus ludique. Et donc, à Diocool, par exemple, dans notre programme de Diocool, nous avons créé 20 clubs ces dernières années et en 2021, ils ont permis d'accueillir plus de 1300 enfants au total. À Nétéboulou, où se sont rendus nos 4 créateurs de contenu, nous avons créé 18 clubs de lecture qui accueillent aujourd'hui plus de 1800 enfants. Donc voilà, je vais laisser la parole à François pour qu'il nous livre un petit peu ce qu'il a ressenti pendant sa visite. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, je suis très émue de parler après cette vidéo qu'on vient de voir qui revient sur notre voyage, mais je suis ravie de vous parler de cet aspect parce que déjà, c'est le tout premier aspect qu'on a pu voir en arrivant sur le terrain directement à Makayop. Et c'est vrai que moi, un chiffre qui m'a d'abord interpellée, c'est quand même que, vous en parliez tout à l'heure, mais il y a plus de 800 millions d'enfants qui sont analphabètes. Et au départ, pour tout vous avouer, je pensais que c'était 125 millions. Et quand j'ai vu 800 millions, je me suis dit, c'est quand même dingue, d'autant plus que vous pensez sûrement comme moi qu'aucun enfant ne devrait être privé de l'éducation qui fait partie intégrante au développement, finalement. Alors récemment, vous l'avez dit aussi, Vision du Monde a aidé à construire des écoles, couvrait les frais de scolarité de familles plus vulnérables et intervenait aussi au niveau des besoins scolaires comme les fournitures, etc. Et malgré ça, encore aujourd'hui, trop d'enfants n'ont pas assimilé les compétences de base comme le calcul ou la lecture. Alors moi qui suis passionnée de littérature et des livres, c'est vrai que sur le terrain, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'on leur apprenait, qu'est-ce qu'ils lisaient. Alors, ils avaient un livre préféré, je ne saurais plus vous dire le titre, mais c'était une histoire autour d'un bébé. Et c'est vrai que j'étais ravie de voir que des enfants étaient partants et vraiment motivés à apprendre et à lire. C'était hyper émouvant. Et quand ça se passe pas du tout comme ça chez nous, c'est vrai que c'est assez interpellant. Et alors, le projet dont vous avez entendu parler, Unlock Literacy, qui est aujourd'hui, je crois, présent dans 30 pays, est un projet qui a été mis en place par Vision du Monde et qui vise à créer des liens solides à la fois entre les communautés et les écoles. Et il assure aussi une prise de conscience au niveau des parents pour mettre leurs enfants à l'école, finalement. Et le parrainage que vous pouvez faire vise à pérenniser ce projet qui a déjà fait ses preuves, puisque depuis qu'il a été créé, c'est quand même plus d'1,7 million d'enfants qui ont amélioré leurs compétences en lecture et c'est 100 000 parents qui soutiennent leurs enfants à aller à l'école. Donc, c'est selon moi et selon tous les gens qui sont ici, je crois, un projet essentiel et qui fait ses preuves. Et moi, ce qui m'a le plus marqué durant tout ce voyage, c'est vraiment cette volonté des enfants à vouloir apprendre, en fait. Et c'est ça que je retiendrai. Merci beaucoup, François. En effet, l'éducation et leur volonté, c'est pas ce qui manque. C'est parfois, ils peuvent pas aller à l'école pour aider leurs parents à travailler. C'est pas toujours leur choix. Et je vais ajouter un petit commentaire sur la photo que vous voyez en haut à gauche. Je ne sais pas si on aperçoit Mathilde en avant-plan, mais on est tous là assis avec les enfants et on avait les livres entre les mains. Et c'est vrai que pendant que le professeur lisait l'histoire et la traduisait dans la langue là-bas, on voyait que les enfants connaissaient vraiment et ils disaient des mots, etc. Et c'était vraiment encourageant et c'était trop beau de voir ça et il faut que ça continue. Merci François. Avec plaisir. Une autre de nos actions et celle qui est une des plus importantes, c'est quand même l'accès à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement. Anaïs, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr, merci Pauline.
Du coup, effectivement, pour répondre à notre objectif dans ce secteur-là, on met également en œuvre de nombreuses activités telles que la réalisation de forages, la construction de puits, mais également de latrines. Et on sensibilise également beaucoup les populations aux questions d'hygiène prioritaires, telles que le lavage des mains, par exemple, parce que c'est des choses qui peuvent nous paraître évidentes, mais qui ne le sont pas forcément partout. Donc, on a beaucoup d'actions également sur ce volet de sensibilisation. Donc voilà, par exemple, à l'été Boulou, nous avons réalisé plusieurs forages et bornes fontaines ces 2 dernières années. Et grâce à l'ensemble des interventions qu'on a menées dans ce secteur-là, le taux d'accès à l'eau potable il est passé de 47% en 2019 à plus de 62% en 2021. Donc on a quand même fait beaucoup de progrès et on est toujours dans cette lancée-là. Et notre objectif à terme, c'est bien sûr d'atteindre les 100%. Voilà. Merci. Et je crois qu'Afshi, tu as un témoignage à ce sujet. Ton micro est coupé, Afshi. Déjà que j'ai pas de voix, alors en plus je coupe mon micro. Désolée. Je disais bonjour à tous. Oui, en effet, c'est moi qui étais concernée par rapport à l'accès à l'eau. Alors moi, en fait, par rapport à ce sujet-là, c'est vrai qu'en ayant bien fait le tour et en voyant un peu toute cette vidéo dans laquelle on relaye tout ce sur quoi Vision du Monde intervient, moi, ma base vraiment reste sur l'eau parce que je me dis qu'en fait, ça fait tellement le tour de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au milieu du cercle et que on a vu des villages dans lesquels Vision du Monde ont du coup créé des puits et où les villages ont eu accès à l'eau potable. Et en fait, l'eau potable, et on les a vus avec un tel sourire apaisé en disant, bon, bah, on peut enfin se concentrer sur autre chose. Et c'est vrai on a beau arriver dans un village et désolée. On a beau arriver dans un village et leur dire, bon, bah, faut envoyer vos enfants à l'école, faut pas les marier tôt. On a beau leur donner tout ce qu'on veut comme conseil et comme directive, même si c'est pas pour les commander, mais pour les orienter, ils vont dire, non, mais avec mes termes à moi, hein, bah, c'est bien mignon ce que tu nous dis, mais en attendant, on n'a pas à boire, en fait. Donc, l'enfant qui doit aider les parents à aller chercher de l'eau. On a entendu des témoignages de chefs de village qui disaient des fois, toute la journée, tu as des familles de 4-5 enfants dans lesquelles la mère, elle part avec une partie des enfants, le père, il part avec une autre partie des enfants et chacun se donne rendez-vous le soir pour voir qui a trouvé de l'eau pour le soir à la maison ou pour la semaine entière, quoi. Et ça, en fait, ils disaient, mais ça leur prend un temps, mais un temps fou, quoi. Et c'est là où tu te dis, mais on a beau créer des écoles, on aura beau leur parler de tout ce qu'on veut, mais tant qu'eux, ils n'auront pas à boire et un minimum à manger, parce que l'accès à l'eau dans le village leur permet, on a vu dans un des derniers villages qu'on a visité, que ça leur permettait d'en faire du commerce. Du coup, ils pouvaient faire de l'élevage, tout ça, faire pousser du blé, ou je ne sais plus trop exactement ce que c'était. Mais en gros, ils pouvaient vendre, donc faire du commerce, donc du coup, ça leur apportait de l'argent. Donc, ça enrichissait un petit peu le village. Ça permettait aux enfants de pouvoir aller à l'école, parce que s'il y a de l'accès à l'eau potable, les filles, ça leur... vous savez que les filles sont sujettes au décrochage scolaire si les toilettes ne sont pas en état. En fait, voilà, ça engendre tellement de choses que pour moi, au-delà des droits des enfants, qui aussi est un combat pour moi, bien évidemment, et on pourra en revenir dessus sans aucun problème pour ceux qui connaissent mon combat. Mais vraiment, je reste vraiment basée sur ça parce que moi qui suis pakistanaise, au Pakistan, c'est exactement le même problème. Tant qu'il n'y a pas l'eau, on ne peut rien faire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était très bien résumé. Merci, Afshi. Un autre domaine dans lequel nous intervenons, bien sûr, c'est la santé. Je laisse Anaïs et Justine mieux vous en parler.
Merci Pauline. Oui, effectivement, donc dans le secteur de la santé, on fait aussi beaucoup de choses depuis de nombreuses années. C'est une des priorités depuis le début de nos programmes au Sénégal. Donc, par exemple, on construit et on rénove des structures de santé au niveau des villages. Et on forme également le personnel de santé à une meilleure gestion de toutes les problématiques dans ce secteur-là. Par exemple, pendant la crise du Covid-19, on a également formé le personnel à la détection et à la prise en charge de la maladie, ce qui était loin d'être évident dans les zones reculées où on peut intervenir. Donc, on a, par exemple, également distribué des kits d'hygiène pendant cette période-là. Voilà, on fait beaucoup de choses, notamment aussi pour les femmes enceintes et allaitantes, avant qu'on intervienne, accouchaient majoritairement chez elles. Donc maintenant, on a aussi la majorité des femmes dans les villages dans lesquels on intervient qui accouchent encadrées par un personnel de santé bien formé, ce qui évite de nombreuses complications. Je vais laisser Justine en parler un peu plus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, en effet, j'ai eu la chance de découvrir cette maternité et ce poste de santé. C'était à Dar Salam, dans la région de Netteboulou. C'est vrai que de voir de ses propres yeux un nouveau cadre plus sain et donc plus serein pour l'équipe soignante, mais aussi pour les gens qui viennent se faire soigner, c'est magnifique en fait, surtout quand j'ai discuté avec le personnel soignant sur place, notamment l'infirmière sage-femme. Pour elle, c'est des conditions qui vont être beaucoup moins précaires et donc elle va être beaucoup plus sereine et bienveillante pour soigner les femmes qui viennent à elle. Pour tout ce qui est pré- et post-natal, je pense que, de mon point de vue, ce que fait bien Vision du Monde, c'est de faire confiance aussi aux gens qui travaillent sur place et de leur transmettre des choses. Donc, notamment, leur transmettre les bons réflexes et de leur donner les clés, mais les gens savent très bien faire sur place. C'est-à-dire, là, on parlait des femmes qui accouchent à la maison. Je pense que ce qui est très important, c'est l'échange et la sensibilisation durant le prénatal et aussi le postnatal, et de leur donner les clés et les moyens sur place pour qu'ils puissent exercer dans les meilleures conditions. C'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est de ne pas non plus les déposséder de ce qu'il y a de fondamental, parce que les femmes, elles savent faire, hein, les femmes savent accoucher, et c'est plus de communiquer et de transmettre. Et en ça, Vision du Monde et World Vision Sénégal, ils font ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est-à-dire de faire confiance au personnel soignant, de se mettre en relation avec les partenaires sur place autour de la santé, et que tout le monde puisse, à Dar Salam notamment, avoir toutes les ressources pour permettre à tout le monde d'être en bonne santé, d'accoucher dans les meilleures conditions, et de comprendre ce qui se passe au postnatal avec l'enfant, mais aussi avec la mère qui vient de donner naissance. Et voilà, donc en ça, je trouve ça extraordinaire. J'espère que vous avez compris mon discours, parce que pour moi, le but, c'est de ne pas tout médicaliser, hein, mais d'allier la science, le médical, aux fondamentaux autour de la maternité et de la naissance. Et en ça, je pense que les Sénégalaises, elles ont aussi plein de choses à nous transmettre. Voilà. Merci Justine, c'était très clair. En effet, Justine a bien exposé le fait que notre intervention sur place n'est pas là pour faire changer les populations et leur imposer notre façon de faire, mais vraiment les aider dans la transmission de compétences et dans l'amélioration de tout leur cadre de vie. Mais comme Justine l'a très bien dit, il y a plein de choses qu'on apprend aussi d'eux. Voilà, un autre domaine d'intervention dont je vous ai un peu parlé pour
aider les familles à mieux subvenir à leurs besoins, c'est les groupes d'épargne et de crédit. Anaïs et Mathilde, vous expliquer concrètement en quoi cela consiste. Oui, merci Pauline. Effectivement, ça c'est aussi un gros pan de nos activités au Sénégal parce que comme Pauline l'a bien expliqué au début, on agit dans des zones où les populations font face à de nombreux défis économiques et n'ont pas beaucoup de ressources. Donc notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour qu'elles développent au maximum ces ressources. Et donc pour ça, on a un très bon vecteur qui est celui des groupes d'épargne et de crédit qui permettent en fait de booster l'entrepreneuriat local et qui permettent notamment aux femmes de s'émanciper également en créant des activités qui leur génèrent des revenus. Donc ça peut être tout ce qui est métier lié à la petite embouche par exemple. Donc ça c'est tout ce qui tourne autour en fait de l'élevage et des revenus qui sont liés. Par exemple s'occuper d'un poulailler, vendre les œufs, toutes ces choses-là c'est des choses qu'on fait et on accompagne les femmes à ces activités-là. Et donc, par exemple, à Diocool, on a désormais 243 groupes d'épargne et de crédit au total qui ont pu être créés ces dernières années, qui permettent désormais à 55% des parents de la zone de subvenir aux besoins dans le secteur de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire qu'auparavant, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir acheter les fournitures scolaires nécessaires au déroulement d'une année scolaire classique. Et maintenant, ils le sont. Et également, ces parents-là sont maintenant plus en mesure également de répondre aux besoins dans le secteur de la santé de leurs enfants. Parce que pareil, c'était quelque chose qui a été très difficile pour eux auparavant. Et maintenant, on a de beaux progrès dans ce secteur-là également. Donc voilà, les groupes d'épargne et de crédit sont pour nous un moyen très précieux d'aider les populations à être autonomes et à renforcer et à développer leurs ressources. Et je vais laisser du coup Mathilde apporter un témoignage à ce sujet. Bonjour à tous. Comme mes compères, très très contente d'être là avec vous. Alors c'est vrai que ce moment, d'ailleurs, cette belle photo, là, la photo droite qui montre un petit bout finalement de toutes les femmes qu'on a pu rencontrer ce jour-là à Nété-Boulou. C'était finalement une des dernières actions qu'on a vues. Et je pense qu'aucun de nous n'était vraiment prêt, ne s'attendait vraiment à vivre ce moment, puisque donc on est arrivé au milieu du village. Et donc, il y avait, donc là, je pense qu'on a un dixième à peine des femmes qui étaient réellement présentes. Et donc, on avait toutes ces femmes en cercle, un peu comme si on arrivait dans une cérémonie, donc c'était assez impressionnant. Et donc, ces femmes ont pu prendre la parole les unes après les autres pour nous partager un petit peu finalement leur expérience autour de ces groupes d'épargne et de crédit. Ce que ça avait pu changer à titre personnel et à titre aussi collectif dans le village. Comme d'ailleurs on voit assez bien sur la photo, ça brasse des femmes de tout âge, des femmes plus âgées, avec une certaine sagesse dans la parole, des femmes beaucoup plus jeunes. Donc c'était assez chouette de voir cette synergie et cette osmose qui se crée entre elles. Et donc, ces boîtes qu'on voit d'ailleurs également très bien sur les photos, pour le coup, voilà, ces boîtes, elles ont une importance vraiment vitale presque pour les villages, puisque, alors, je n'ai pas forcément un témoignage à vous partager en particulier, parce que globalement, le ressenti était souvent un petit peu le même, mais ce qui ressortait vraiment beaucoup, c'est que finalement, en faisant ces petites économies, voilà, très régulièrement, elles mettent des petites économies dans cette boîte. Ça leur permet, notamment sur des périodes, par exemple, les saisons des pluies, sur les moussons, quand les cultures ne sont plus possibles, et étant donné que ces villages reposent quasiment exclusivement que sur la culture. Donc, ces périodes de l'année où finalement, il n'y avait quasiment plus aucun revenu. Et comme le disait Anaïs, s'il faut payer des fournitures, s'il faut payer des frais de santé, s'il y a une urgence plus ou moins vitale à gérer, il y avait des moments où vraiment il n'y avait plus d'argent, alors que ces caisses, elles permettent tout au long de l'année à chaque famille de pouvoir finalement aller retirer un petit peu d'argent. Et donc, il n'y a plus de période comme ça où il n'y a plus rien et d'urgence capitale. Donc, vraiment, on sent que c'est une bouffée d'oxygène pour les familles. Et ce qui était très beau, et moi, c'est surtout ce que j'ai retenu de ce moment, c'est vraiment la place que les
femmes prennent grâce à ces groupes parce que, comme le disait Anaïs, il y a une vraie indépendance. Elles ont vraiment une place essentielle dans le village. Voilà, dans des régions, dans des villages où parfois la place de la femme peut être un petit peu complexe, sans rentrer dans un débat et dans ce sujet qui est, sur lequel voilà, on peut parler pendant des heures, mais voilà, la place de la femme peut parfois être un petit peu compliquée par rapport à l'homme. Et là, d'un seul coup, elles prennent vraiment leur place et on sent même dans le regard des hommes une vraie fierté par rapport à ces groupes de femmes, une vraie reconnaissance. Voilà, et donc ça, c'était vraiment très fort. Il y a eu beaucoup de chants, beaucoup de danses, beaucoup d'émotions en fait dans le témoignage de chacune. Et voilà, et ça nous a vraiment permis de prendre conscience de l'importance de ces groupes et vraiment de la plus-value que ça a pu apporter au fur et à mesure des mois. Voilà, je pense en tout cas, elles sont vraiment très, très fières et elles ont de quoi. Merci beaucoup, Mathilde. Une dernière action dont on voulait vous parler, puisque c'est une cause, c'est notre combat prioritaire partout dans le monde, c'est la protection des enfants. Du coup, Anaïs va vous expliciter plus en détail nos actions liées à ce combat. Oui, effectivement, c'est un secteur qu'on priorise vraiment dans toutes nos activités. Donc, c'est-à-dire que toutes les activités qu'on met en place vont être sensibles à la question de la protection de l'enfant et c'est quelque chose euh, euh, on accorde vraiment une attention particulière à ça. Donc, c'est vrai que dans nos programmes d'intervention, les enfants, ils sont particulièrement vulnérables et peuvent être sujets à de multiples formes de violence, comme a commencé à l'expliquer Pauline tout à l'heure, telles que les mariages et les grossesses précoces, le travail infantile, les violences physiques, mais également le fait que les enfants ne soient pas déclarés à l'état civil quand ils naissent. Et du coup, ça engendre aussi beaucoup de conséquences très négatives tout au long de leur vie, puisque par exemple, ils ne pourront pas voyager, ils ne pourront pas passer d'examen, ils seront pas considérés comme des citoyens à part entière. Donc voilà, pour répondre en fait au mieux à toutes ces formes diverses de violence que peuvent rencontrer les enfants, nous sur place, on travaille en fait avec les comités locaux de protection de l'enfant qui sont créés et renforcés et qui ont pour objectif et pour mission en fait de veiller à ces questions-là de protection de l'enfant. Donc nous, on est vraiment là pour renforcer les communautés dans ce rôle de veille. Et ils travaillent directement avec les autorités locales, la préfecture, pour remonter les cas de violence qui sont détectés dans les villages. Donc notre objectif, c'est vraiment ça. Et donc, pour ça, on travaille également main dans la main avec les différents chefs religieux et traditionnels, par exemple, qui ont un véritable poids dans les communautés également. Ils sont essentiels à nos actions parce que c'est des vecteurs de messages importants qu'on peut véhiculer dans ces domaines-là, par exemple. Et donc, pour exemple, en 2019, à Diokoul, on a pu empêcher 5 nouveaux mariages d'enfants. On a également redynamisé 10 comités villageois de protection de l'enfant et effectué énormément de campagnes de sensibilisation sur les thématiques de la protection ces dernières années. Et on le sent, hein, c'est vraiment quelque chose qui commence à porter ses fruits dans les programmes dans lesquels on intervient depuis un petit bout de temps. Et puis, il faut savoir aussi que, par exemple, toutes nos actions ont permis l'augmentation de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Par exemple, à Mabo, en 2018, on avait seulement 48% des naissances qui étaient déclarées, alors qu'en 2019, ce taux est passé à 87%, puisqu'on a fait aussi beaucoup, beaucoup de choses dans ce secteur-là. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais on fait vraiment beaucoup de choses dans le secteur de la protection de l'enfant. Donc voilà, Pauline, je ne sais plus à qui je dois donner la parole, donc je te laisse. T'inquiète pas, je m'en occupe. Voilà, on vous a donné un peu un aperçu du type d'action qu'on peut mettre en place et toutes ces actions ne pourraient pas avoir lieu en fait si voilà, on ne parrainait pas les enfants. Donc on a décidé aussi de partager avec vous des témoignages sur voilà, l'expérience de parrainage que peut offrir Vision du Monde, puisque c'est grâce à cela qu'on arrive à financer tous ces projets. Et pour cela, du coup, je vais laisser la parole à Mathilde, qui va nous faire part voilà, de son expérience en tant que marraine et qu'est-ce que ça lui apporte, comment elle le vit. Je la laisse vous faire un témoignage.
Alors, donc moi, je suis marraine donc d'une petite fille, Ramata, qui est âgée de 4 ans et qui est dans la région de Nété-Boulou. Voilà, donc les petites photos parlent d'elles-mêmes. C'était les photos de notre rencontre. Donc Ramata, je la parraine depuis 2019 et un petit peu comme Justine, j'ai commencé à parrainer après avoir participé donc à la Sika for Water, donc la course pour l'eau, qui était une très belle course. Donc honnêtement, j'y allais un petit peu comme ça, voilà, sans objectif particulier, on va dire. J'avais fait cette course toute seule et en fait, le premier déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, ce qui était assez particulier dans cette course, c'est que au bout de 3 kilomètres, on nous attend avec des packs d'eau. Donc voilà, soit des gros bidons, soit des bouteilles d'1,5 litre et on nous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre des bidons et faire les 3 derniers kilomètres avec l'eau pour, voilà, symboliquement, se rendre un petit peu compte de qu'est-ce que c'est que de parcourir 3 kilomètres chargés en eau et en plus en courant. Donc c'est une galère sans nom, je vous le dis. Donc moi, ça a duré juste 3 kilomètres, mais c'est vrai qu'à la fin, voilà, ça nous fait un petit peu cogiter. J'ai beaucoup discuté avec des bénévoles qui étaient sur le village de la course, et notamment une femme voilà, qui avait une 60aine d'années, qui avait déjà parrainé plusieurs enfants. Et donc, voilà, on a longuement discuté. Je suis rentrée chez moi. Elle m'avait complètement convaincue. C'était déjà une idée que j'avais depuis plusieurs années, mais comme beaucoup, hein, je n'avais jamais pris le temps de sauter le pas. Parce que c'est souvent, voilà, on ne prend pas le temps de le faire. Et donc là, j'y suis allée. Et donc, voilà, l'aventure a commencé. Moi, c'est vrai que je voulais particulièrement le Sénégal. On peut avoir une désignation complètement au hasard. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de parrainer au Sénégal parce que j'avais fait plus jeune un voyage au Sénégal qui m'avait beaucoup marqué et j'avais vraiment une affection particulière pour ce pays. Et pour ma part, ne maîtrisant pas particulièrement bien l'anglais, je préférais qu'on puisse avoir des échanges en français et en étant sûr que voilà, on pourrait bien se comprendre. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est orienté de cette manière. Et donc, je vois qu'il y a la petite photo des échanges et je les avais d'ailleurs pris avec moi. Donc, pour un petit peu vous montrer, donc, au départ, dès qu'on commence à parrainer, on reçoit un petit livret avec quelques informations sur la famille, sur son pays. Et très rapidement, on reçoit une première lettre donc, qui est vraiment arrivée, je pense, dans le mois qui a suivi le parrainage. Et donc, bah, voilà, depuis, on échange régulièrement des courriers. Alors, on n'a pas des courriers, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se mettre un peu la pression avec ça. On n'écrit pas tous les mois, même si on le voudrait, parce que on a pu le constater, hein, le délai d'acheminement des courriers est un sacré parcours. Donc, le temps que notre courrier arrive, puis que l'autre courrier revienne, il peut se passer 2 ou 3 mois. Donc, voilà, c'est sur une base de 3-4 courriers par an. J'avais eu la chance de recevoir des petites photos de ma filleule avec une partie de la famille parce qu'il n'y a pas tous les frères et sœurs. Des petites cartes aussi au moment de Noël avec des dessins qui ont été faits par les enfants du village. Voilà, donc pour moi, ces lettres, elles sont vraiment très importantes. Je trouve que c'est vraiment presque un peu le cœur de ce parrainage et j'ai hâte, parce que pour l'instant, j'échange surtout avec la maman. Mais j'ai hâte que Ramata soit en âge d'écrire, ce qui d'ailleurs est souvent une motivation pour les enfants d'apprendre à lire, à parler et à écrire le français, parce que derrière, ils savent qu'ils vont pouvoir rédiger eux-mêmes leurs courriers. Et j'ai hâte que Ramata soit en âge de pouvoir rédiger elle-même ses courriers pour qu'on puisse aller encore plus loin dans nos échanges. Donc, pour l'instant, c'est avec ses parents. Et voilà, on parle de choses et d'autres. On parle de notre vie. Je leur partage un peu mon quotidien. J'essaie de leur envoyer des photos. Eux me partagent le leur. Et c'est vrai que cette rencontre, c'était un peu, voilà, au bout de 3 ans, un peu la concrétisation, une première concrétisation, on va dire, de ce parrainage. Parce que voilà, pouvoir découvrir leur environnement, parce que même s'ils me le décrivent dans leurs lettres, voilà, j'ai pu vraiment le voir, me rendre compte que Nété-Boulou, ça se mérite, ça se mérite vraiment pour y aller, et voilà, découvrir vraiment leurs conditions de vie, rencontrer leur famille, leurs autres enfants, et la rencontre avec Ramata, c'était intense. Alors après, on parle d'une petite fille qui a 4 ans,
qui forcément étaient très impressionnés de toutes ces festivités, parce que c'était vraiment des festivités incroyables dans le village. Et donc, forcément, pour une petite choupette de 4 ans, ça peut être assez impressionnant de sentir que tout ce monde-là pour elle, tous les yeux sont tournés vers elle. Et donc, au début, je ne vais pas vous mentir, elle était très impressionnée, toute timide. Je lui avais ramené des petits jeux, des livres, des coloriages, des gommettes, pour aussi pouvoir créer un lien facilement, même si pour l'instant, elle ne parle pas français. Donc, voilà, pouvoir créer un lien sans même avoir vraiment besoin des mots. Donc, c'est vrai que ça a permis de briser un petit peu la glace. Et puis, voilà, les parents étaient aussi tellement contents, et je pense qu'elle a pu voir aussi que ses parents étaient tellement confiants que progressivement, elle s'est un petit peu détendue, et elle est venue à moi, et on a pu échanger des petits gestes, des petits sourires. Enfin, voilà, c'était vraiment très beau comme rencontre. Les mots aussi de ses parents, et surtout du papa. Le papa était vraiment très impliqué, et c'était vraiment fabuleux ces échanges qu'on a pu avoir. Ils ont pu vraiment m'expliquer, voilà, eux en quoi le parrainage voilà, est un vrai plus pour eux, mais surtout aussi pour le village en entier. Et ouais, c'est une rencontre qui ne s'oublie pas, et je souhaite vraiment à chaque parrain et marraine de pouvoir faire cette expérience. Parce que c'est un moment unique, c'est un moment qu'on ne vit, je pense, qu'une fois dans sa vie. Et voilà, donc vraiment, je souhaite à tous les parrains marraines d'avoir cette chance de pouvoir vivre cette rencontre qui donne un tout nouveau sens au parrainage. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. C'est vrai que ça donne envie. Et maintenant, c'est au tour de Justine de nous témoigner de son expérience de parrainage. Alors moi, la première fois du coup que je suis devenue marraine, c'était en 2019 avec Tikou qui habite au Vietnam. Et en fait, donc c'est vrai que c'est à l'issue de cette course, mais même en amont, j'avais vraiment envie de parrainer un enfant, parce que mes parents avaient parrainé un enfant eux-mêmes il y a une quinzaine d'années. Donc j'étais très sensible au sujet du parrainage. J'aimais en effet pouvoir me dire que je voulais transmettre ça à mes enfants. Et du coup, quand j'ai parrainé Tikou, ma fille avait le même âge qu'elle. Et c'était pour moi très important que ce soit autant Naëlie, donc ma fille, qui parraine de cœur en fait Tikou que nous. C'était vraiment la famille qui parrainait un enfant. On est allé au Vietnam pour la rencontrer. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller au bout de cette rencontre parce qu'il y avait le Covid, puisque c'était en 2020 et c'était en février. Donc, c'était pratiquement un mois avant qu'on nous confine. Donc, on est quand même allé au Vietnam. On a rencontré des gens de Vision du Monde à Hanoï, mais on n'a pas pu aller dans les montagnes rencontrer Tikou, puisque c'est quand même une population vulnérable, et il était hors de question pour nous, autant pour eux, qu'on puisse mettre en danger qui que ce soit. Donc voilà, donc il y a Tikou avec qui on échange très régulièrement, avec qui, avec ma fille et mon fils, on prend le temps d'envoyer des petits cadeaux, alors des tout petits, parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer non plus 10 milliards de choses, mais de faire des petits cadeaux, de prendre le temps de faire des coloriages, et il y a une vraie relation qui s'installe au bout d'un moment, parce qu'on est en 2022. Entre-temps, on a donc décidé de parrainer Amadou, qui avait l'âge de mon fils, enfin qui a l'âge de mon fils, pour que chaque enfant puisse avoir un frère de cœur, une sœur de cœur. Donc voilà, donc on parraine aussi Amadou, qui a l'âge de mon fils, donc qui va avoir 5 ans. Et depuis le voyage au Sénégal, nous parrainons Setou. Setou qui a 7 ans. Et en fait, Setou, c'est une rencontre extraordinaire, comme il y en a peu dans une vie. C'est à l'issue de ce voyage, pendant la rencontre de Ramata avec Mathilde, où j'ai rencontré cette petite fille, mais je n'ai pas rencontré qu'une petite fille, j'ai rencontré une famille, donc sa maman et ses 2 autres sœurs.
Et en fait, il y a eu quelque chose d'incroyable où je me suis dit, ah là là, j'aurais pas envie que cette famille, ce soit l'histoire d'un instant, mais l'histoire d'un instant qui se prolonge. Et franchement, je suis très émue quand j'en parle. Voilà, parce que c'était formidable. Voilà. Et du coup, maintenant, on parraine aussi, c'est tout. Et je suis très heureuse de faire ça à travers Vision du Monde parce qu'on a pu vraiment se rendre compte sur place de tout ce que fait l'association et de me dire, cette petite fille, si je peux planter des graines, parce que bien sûr que ça ne va pas être une transformation incroyable, hein, mais si je peux, moi, avec ma famille, pouvoir avoir un impact un tout petit peu dans la famille de quelqu'un d'autre, et voilà, c'est un beau geste. Désolée parce que l'émotion m'envahit un peu. Mais voilà, c'était des très beaux moments partagés. Et après, le but, c'est que ce ne soit pas qu'un instant et qu'en France, il ne se passe plus rien. Le but, c'est de tisser un lien et que ce soit robuste, quoi, que ce soit quelque chose de très transformateur et pas juste d'éphémère. Voilà. Merci Justine, c'est extrêmement touchant et je pense que le fait que tu partages cette expérience avec tes enfants doit être d'autant plus dans l'émotion en tant que maman. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très authentique. Maintenant, nous allons entendre celui de Afshi. Merci Mathilde et Justine, ça donne des frissons en vous entendant. J'ai l'impression de revivre chaque moment. Je n'ai pas eu la chance de vivre la rencontre avec toi et ta filleule Mathilde, mais Justine, j'y étais et c'est vrai que c'était assez fort. En ce qui me concerne, moi, je suis... Mathilde et Justine sont les plus anciennes et de marraine. Moi, je suis arrivée un petit peu après, en tout cas parmi les 4 qui sont là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer mon filleul grâce à Vision du Monde l'année où j'ai parrainé. On va dire que voilà, il y avait une bonne étoile qui m'est tombée dessus, qui était là. Et voilà, ça m'est arrivé. Et puis du coup, je me suis prêtée au jeu. Et c'est vrai que je n'avais pas autant peut-être d'émotion. En fait, je ne ressentais pas les mêmes choses que Justine et Mathilde, qui, elles, avaient déjà créé des liens bien avant. Et c'est ça qui est aussi fabuleux. Moi, je suis plus quelqu'un de, au-delà des émotions, au-delà de tout ça, je suis plus quelqu'un du terrain parce que je connais la réalité des événements, enfin, la vraie réalité du quotidien, en fait. Ça, je la connais bien. On va dire que le parrainage, moi, c'était un rêve. Depuis enfant, dû à mon enfance chaotique et mon adolescence chaotique. Disons que je n'ai pas eu la vie qu'un enfant normal, on dirait, si on se met sur la base d'un Européen, ait eu la possibilité d'avoir. Ce qui fait qu'en fait, depuis toute petite, ça me tenait énormément à cœur en me disant, mais en fait, on est des enfants et on a rien demandé à personne et nous, on veut juste jouer, boire, manger et avoir de l'amour. Et pourquoi moi, qui habitais en France, avait des conditions plutôt confortables, quand j'allais voir mes cousins et mes cousines au Pakistan, qui, eux, avaient d'autres conditions, qui forcément n'étaient pas les miennes. Donc, quand j'avais les deux visions, je grandissais avec ça et je disais, non, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de l'injustice, mais en tout cas, moi, quand je grandirai, je les aiderai. Et forcément, on ne reste pas enfant toute notre vie, on grandit. Donc à l'âge adulte, dès que Vision du Monde m'a contactée pour me dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Moi, en fait, c'était déjà en projet. Donc disons que j'ai cet aspect-là qui me touchait beaucoup en me disant, mais en fait, il y a nous, en tant qu'enfants, on a tous le droit, on a tous cette possibilité de pouvoir vivre une vie comme les autres enfants. Et bien sûr que ça, c'est dans le monde des bisounours, hein. Bien évidemment, quand on regarde la réalité, ce n'est pas comme ça. Et du coup, moi, j'ai un proverbe qui me tient énormément à cœur, c'est celui enfin, pas le proverbe, mais l'histoire du colibri, c'est fais ta part dans ce monde. Et voilà, c'est en gros, apporte ta petite graine, comme elle disait si bien Justine, juste une petite graine, comme on peut, à notre petite échelle à nous. Et c'est déjà énorme par rapport à eux. Et comme je disais à Sarah un jour, je lui ai dit, tu sais, sur un billet 10 €, si tu en donnes, excusez-moi d'être peut-être grossière, mais tu n'en donnes que un à un autre et tu en gardes 9 pour toi, en fait, lui, ça le permet de vivre
et toi, ça te permet, toi au moins, tu t'appauvris pas. Donc en gros, si tu fais bien le calcul, tu regardes bien tout, dans tous les ventes partout, tu te dis, mais en fait, moi, au contraire, je vais rendre heureuse quelqu'un, un enfant, une famille, peut-être même un village, parce qu'en parrainant un enfant, on en parraine 4 autour, ça aide tout plein d'enfants dans le village. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de concrètement faire sa part sur Terre et dire, OK, cet enfant, grâce à moi, même si je ne suis pas la sauveuse de cet univers, mais grâce à moi, je fais ma part et il va pouvoir avoir accès à, comme Mathilde montrait les lettres, tout ça, ça lui permet à lui de se motiver en disant, bon, il y a quelqu'un qui croit en moi de l'autre côté de mon pays, de l'autre côté de mon continent, il y a quelqu'un qui croit en moi, il y a quelqu'un avec qui j'ai une connexion et peut-être l'aider à permettre à rêver grand en se disant, bon, bah, waouh, il y a une autre vie ailleurs, il y a des gens ailleurs, il y a des gens qui vivent d'autres choses. Et moi aussi, peut-être qu'un jour, j'aimerais. Et peut-être qu'il n'y arrivera pas à ça, mais au moins, ça le motivera, ça l'animera. Et ça le poussera à aller à l'école, ça le poussera à être bon dans son quotidien et tout ça. Donc voilà, disons qu'en fait, le parrainage n'est pas qu'une question de pour nous ce qu'on ressent. Bien évidemment que ça compte, mais c'est aussi ce que l'autre, ça va lui apporter. Ça, c'est super important de se dire que on le fait pour nous, parce que dans la vie, quand on agit beaucoup pour nous. Hein, c'est les intérêts, on a des intérêts mauvais et pas bons aussi, et bons, pardon. Donc, il y a des bons intérêts où nous, ça nous fait du bien, on se dit, purée, on fait du bien à quelqu'un, comme les témoignages de mes collègues. Mais derrière, moi, c'est surtout eux, ça leur fait du bien. Voilà. Et vraiment, c'est ça qui a fait que quand j'ai parrainé grâce à Vision du Monde, c'est quand j'ai vu que Vision du Monde avait des actions concrètes, transparentes et claires et vraiment liées à l'impact et à la sécurité pour les enfants, je veux dire, là, j'ai dit OK. Là, on y va. Et pour le coup, ben, là, j'ai fait mon premier parrainage cette année et je suis en train de, du coup, faire tout ce qu'il faut pour avoir, dans ma vie, j'ai un objectif d'avoir au moins 10-15 parrainages. Et pour ça, il faut gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Mais on y viendra en tout cas. C'est le projet de ma vie. C'est un bel objectif, Afi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et maintenant, nous allons écouter François pour finir en beauté tous ces beaux témoignages. Alors, Justine, vous parlez de rencontres assez uniques. Je pense que moi, c'est clairement ce que j'ai vécu en allant au Sénégal, même s'il y en a eu plein. Et la petite fille que vous voyez sur la photo, elle s'appelle Memouna. Et c'est vrai que à ce moment-là, on était à Makayop. Et donc, il faut savoir que je suis partie au Sénégal sans être parrain, mais je me suis toujours, ça fait quelques temps maintenant que je suis engagée auprès de Vision du Monde pour différents sujets qui respectent mes valeurs et mes convictions. Et c'est vrai que parfois, on peut être sollicité par diverses associations, que ce soit dans la rue, que ce soit par mail, que ce soit de n'importe quelle manière. Et parfois, il peut arriver qu'on doute un peu, qu'on n'ait pas confiance. Il y a quand même une question financière qui est là derrière. Et je suis partie au Sénégal avec toutes mes convictions et mes valeurs qui respectaient celles de Vision du Monde. Et c'est vrai même avant de rentrer, je disais aux filles de l'équipe, maintenant, ça y est, je suis 100% convaincue. J'ai vu toute cette transparence, toute cette confiance aussi. Et cette petite fille, pour tout vous avouer, au même moment, on était en train de nous parler d'un puits qui est juste derrière nous et je n'écoutais absolument pas ce qu'on nous disait parce que j'avais capté le regard de cette petite fille qui n'a pas tout de suite osé s'approcher de moi et qui a fait un pas, et puis j'ai fait un pas, et puis elle a fait un deuxième, pour qu'au final, elle me tende ses deux mains et moi, j'ai tendu mes deux mains. Et c'est la photo que vous voyez là qui a permis à Vision du Monde de retrouver cette petite fille. Alors, je savais que j'allais être parrain, et si ce n'était pas Memouna, ça aurait été un autre enfant. Mais c'est vrai que là, on était dans un village en plus où il n'y avait presque pas d'eau. Enfin, les besoins étaient ultra, ultra nécessaires. Et je suis quand même émue parce que ils l'ont retrouvée assez vite, j'ai l'impression, cette petite fille. Je ne sais pas si c'est grâce à sa robe, grâce à sa coiffure, j'en sais rien. Et il y avait cette photo-là, il y avait une autre photo que Mathilde a prise, magnifique, que vous pourrez voir aussi, que je vais lui envoyer très, très bientôt. Parce qu'en fait, suite à sa retrouvaille, il faut savoir que j'ai reçu cette photo par mail. Et je peux vous assurer que j'étais dans mon canapé qui est juste à côté et je reçois le mail de Vision du Monde avec la photo et je me mets à pleurer beaucoup de larmes.
Et je me dis, c'est elle, je reconnais son regard, je reconnais tout, je n'avais pas oublié. Et tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle a un frère et une sœur, que ses parents sont agriculteurs, qu'elle adore jouer à la poupée, qu'elle a 4 ans. Et je vous avoue que c'est cet après-midi que je vais en papeterie chercher du papier à lettres, etc., parce que j'ai vraiment envie de m'investir au niveau de ce que je vais lui envoyer. Et enfin, oui, j'ai vraiment envie de lui faire quelque chose de beau, de lui présenter mon quotidien, mais qu'après ça, elle me présente le sien aussi, parce que faut savoir qu'elle parlait pas français. J'ai pas vu sa maman, enfin, je l'ai peut-être aperçue, mais sans savoir qui c'était. Je ne connais pas grand-chose à part qu'elle a une robe verte magnifique et qu'elle a 4 ans, et j'ai hâte de connaître la suite. Alors, enfin, oui, j'ai vraiment hâte, et c'est vrai que on a beau avoir des agendas hyper chargés, etc. Là, quand je vous dis que c'est une après-midi, c'est une après-midi que je prends pour ça, et j'y tiens parce que je vais être investie au maximum. Et je suis consciente que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais pour moi, je veux dire, c'est le gros plus de cette association, c'est vraiment de créer ce lien assez unique. Et là, au-delà du courrier, j'ai qu'une impatience, c'est de me dire, dans 5 ans, je vais retourner là où elle est, je vais retourner la voir. Elle aura un peu grandi, elle aura 9 ans, et je verrai comment le village a aussi évolué. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, et c'est une expérience unique qui commence pour moi, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai trop hâte. Voilà. Merci beaucoup, François. C'est vrai que vous parlez des échanges, vous avez eu la chance de les rencontrer. La pandémie du Covid-19 n'a pas épargné aussi nos activités sur place, mais aussi l'expérience de parrainage, car beaucoup de voyages sur le terrain ont dû être annulés, beaucoup de courriers ou de colis, mais beaucoup plus de temps à être acheminés. Donc ça aussi, merci à tous nos parrains actuels pour leur patience et leur compréhension. Et petit à petit, les choses vont se remettre en place, et j'espère que vos échanges reprendront plus rapidement, parce que c'est vrai que c'est souvent une question de nos parrains, c'est est-ce que mon fils a bien reçu son courrier, est-ce qu'il est bien arrivé? Mais voilà, il faut bien prendre en compte que les distances sont loin, la pandémie ne nous aide pas, mais que les échanges continuent, et ils ont surtout encore besoin de votre aide, encore plus avec le contexte mondial. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la crise en Ukraine aggrave la situation mondiale, notamment dans le prix des denrées alimentaires, et qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui commencent à tirer la sonnette d'alarme sur la situation de malnutrition et de la famine. Donc, c'est aussi par votre aide qu'on arrivera à les soutenir le plus pérennement et à plus long terme possible. Donc, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci pour tous ces témoignages. Nous avons eu quelques questions auxquelles nous allons prendre le temps de répondre. Une première question a été est-ce que nous prenons en compte le réchauffement climatique, notamment est-ce qu'il a un impact sur les forages, sur nos actions? Anaïs, toi qui connais parfaitement le pays, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, tout à fait. C'est une excellente question parce que c'est effectivement un sujet d'actualité auquel on fait face au Sénégal. Donc, en fait, pour nous, les forages, c'est justement un bon moyen de répondre à cette question-là parce que, en fait, avant qu'on arrive, on avait notamment des puits traditionnels et peu de forages, en fait, qui étaient réalisés dans les zones. Et les puits sont beaucoup moins profonds, sont creusés beaucoup moins profonds que les forages, et donc se tarissent beaucoup plus vite. Et donc, on a vu une grosse différence sur certains puits. Alors, il y a des puits qui vont vraiment très profond, jusqu'à 60 mètres, 70 mètres sous terre, et on a peu de problèmes, mais on avait des puits traditionnels avant qu'on arrive, qui étaient déjà présents, qui, eux, sont sous 30, 40 mètres à peu près, et qui se tarissent très, très vite, en fait, et qui ne permettent pas de donner un accès un accès sécurisé à l'eau potable pour tout un village, par exemple. Et donc, nous, on est venu construire des puits beaucoup plus profonds, mais également des forages avec des bornes de fontaines qui sont un moyen, en fait, de répondre de façon plus pérenne aux besoins d'accès à l'eau potable. On a également, en fait, dans la région de Kaffrine, un problème
d'accès, d'un problème de salinisation de l'eau qui se pose de plus en plus également. Tout ça, c'est également lié au réchauffement climatique. Et pour nous, les forages, c'est justement également un moyen de répondre à cette question-là parce que c'est des forages qui sont plus profonds, qui permettent d'éviter de puiser de l'eau salée et donc qui permettent aux populations de boire un accès à l'eau potable, d'avoir un accès à l'eau potable, pardon. Ok, merci beaucoup. Une autre question qui a été posée au niveau des groupes d'épargne et de crédit. Comment fait Vision du Monde lorsque les besoins en épargne sont plus importants par rapport à l'argent disponible? Alors, si en fait, les groupes d'épargne et de crédit, il y a deux fonds qui sont bien distincts l'un de l'autre. Un fonds pour les affaires courantes, pour l'épargne quotidienne des femmes et pour qu'elles puissent alimenter leurs activités qui génèrent des revenus. Et un fonds également d'urgence auquel on ne touche pas et qui est débloqué uniquement quand une femme rencontre un problème, par exemple un enfant qui doit se faire hospitaliser, etc., et qui peut utiliser et mobiliser ce fonds-là. Après, évidemment, quand il n'y a plus du tout de fonds et qu'il y a un problème plus grave et que les femmes ne peuvent pas y faire face, c'est aussi pour ça que Vision du Monde est là. Et Vision du Monde, au cas par cas, peut accompagner les cas graves et les cas d'urgence. Ok, merci beaucoup. On a une question aussi sur tout ce qui est déroulement du parrainage, comment parrainer un enfant. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou à nous contacter. Nous avons un service relations donateurs donc spécialisé, dédié pour vous, pour toutes vos questions, joignable par téléphone ou par email. Et vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet énormément d'informations. Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un email dans les prochains jours où nous prendrons le temps de bien détailler nos réponses à vos questions. Voilà, un grand merci à nos 4 invités qui se sont rendus disponibles aujourd'hui et qui nous ont touchés par leur authenticité et leur témoignage fraîchement revenus du terrain. Donc, c'est toujours impactant de voir, de laisser la parole à des personnes qui, chacun ont leur singularité dans leur expérience de parrainage. Donc, merci beaucoup et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et comme je vous le rappelle, vous pourrez revisionner, si des membres de votre famille ou d'autres personnes voulaient visionner ce webinaire, il sera disponible sur YouTube donc dès demain. Donc voilà, un grand merci. Et à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction qui nous permet de nous améliorer sur les formats qu'on vous propose pour échanger avec vous. Merci à tous et à bientôt.